Guide de survie d'une adolescente face à l'esclavage sexuel. Bukavu, République démocratique du Congo. J'habite à Bukavu, République démocratique du Congo. Mais je pense que ce guide peut s'appliquer à n'importe quelle fille dans le monde. Les gens me demandent tout le temps comment j'ai survécu. Ce n'est pas que je sois plus intelligente ou plus forte que les autres. Je ne savais même pas ce que je faisais. C'est juste que quelque chose à l'intérieur de moi ne pouvait pas accepter. Mes amis ont été capturés en même temps que moi. Je ne pense pas qu'on les ramènera un jour. Règle numéro 1. Passe au-dessus de ce truc de fille. Ça ne peut pas m'arriver, pas à moi. Lorsque ça arrivera, et crois-moi, ça arrive à des milliers d'entre nous, tu ne voudras pas y croire. Tu penseras que ce sont juste des soldats qui font les imbéciles. Peut-être qu'ils s'ennuient. Ils ne pourraient pas me faire de mal, m'attraper les bras et les jambes aussi violemment, me jeter dans leur camion. Ton cerveau commencera à te dire des choses. Ils ont l'âge de mon père. Ils sont mieux que cela. Ce sera déroutant. Tu te sentiras stupide. Tu auras l'impression que ce qui est en train de se passer n'est pas vraiment en train de se passer. Tu auras le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal. J'ai vu mes meilleurs amis, Alissa, Esther et Sawadi. On était en vacances. On avait pris le bateau, ensemble, de Bukavu à Goma. On s'amusait près du lac, le lac Kivu, un lac immense. Il faut 5 heures pour le traverser. On avait bu du Fanta, en se moquant de la coupe de cheveux un peu folle d'Esther. On était allé à Goma pour nager et se balader un peu. On était allé faire du shopping. Sawadi s'était acheté ses chaussures dorées. Je me souviens avoir pensé que je voulais les mêmes, mais je ne voulais pas qu'elle pense que je la copiais. Quand nous sommes sortis du magasin et avons descendu cette rue, cela ne semblait pas réel. Quelques instants plus tôt, on faisait du shopping et maintenant, ces soldats complètement dingues. C'est pour ça qu'elles n'ont pas couru. Je voulais courir, moi, mais je ne voulais pas les abandonner. C'est quand on a voulu résister qu'on a compris à quel point c'était grave. Un des soldats, le plus fort du groupe, s'était mis à frapper Alissa et elle criait. Mes meilleurs amis criaient et pleuraient. J'étais très calme. C'est mon truc à moi. Je n'allais pas laisser ces soldats voir quoi que ce soit. Ce qui amène à règle numéro 2. Ne le regarde jamais quand il te viole. Il t'appellera par ton nom, avec cette voix grinçante, pleine d'envie. Il te suppliera de le regarder. Il t'attrapera la tête avec ses grosses mains brutales et sales. Ne tourne jamais tes yeux vers les siens. Ferme les yeux s'il le faut. Il n'est rien, il n'est même pas là. C'est juste une minuscule et toute petite tache insignifiante. Il n'existe même pas. Règle numéro 3. Creuse un trou en toi, à l'intérieur, puis entre dedans. Il sera sur toi. Il sera assez vieux pour être ton père. Il sentira les bois, l'alcool et la marijuana. Il pressera sa main contre ta bouche. Tu es vierge, tu n'as que 15 ans. Il te répétera que personne ne viendra pour toi. Imagine que tu danses, pense à ta chanson préférée. Souviens-toi de ta mère qui te tresse ses cheveux et sens ses mains qui te tressent ses cheveux avec une douce fermeté. Tu l'entends t'appeler « Martha, Martha, Martha ». Règle numéro 4. Ne lui ouvre jamais aucune porte. Refuse la nourriture qu'il t'apporte. Refuse de manger son poisson stupide. Crache dessus. Dis-lui que ta famille ne mangerait jamais un poisson à peine sorti de l'eau. En public, il voudrait que tu fasses des sourires, que tu te comportes comme si tu étais sa femme, alors qu'il est marié à quelqu'un d'autre. Ne souris jamais. Roule-toi par terre dans cette horrible pagne chère et sur mesure qu'il t'apporte. Ne ris jamais à ses blagues. Il s'enfoncera à l'intérieur de toi. Il le fera 2 ou 3 fois par jour. Ce ne sera plus douloureux après les 20 premières fois. L'intérieur de ton corps ne t'appartiendra plus. Parfois, il portera de l'eau de Cologne. Fais attention.
Cette odeur te rendra compatissante. Ne laisse aucun chemin à ce sentiment. Tu commenceras à ressentir quelque chose pour lui. C'est naturel, après 6 mois. Ce n'est rien de plus que l'habitude. Ça n'a rien à voir avec Claude. Au fait, ne prononce jamais son prénom. Parle de lui en utilisant des mots comme lui ou toi. Toi, pousse-toi. Toi, laisse-moi tranquille. Règle numéro 5. Sa tristesse n'est pas ton problème. Parfois, il aura l'air triste. Toutes ces choses terribles qu'il a vues et faites. Tu te sentiras mal pour lui. Tu ressentiras tout ce qu'il ressent et tout ce qu'il ne ressent pas. Tu as été son esclave depuis bientôt 2 ans. Tu commenceras à croire qu'il n'y a personne d'autre. C'est ta vie. Il est la seule personne qui t'aime. Et un matin, tu vomiras. Et alors tu comprendras qu'il t'a empoisonné. Puis cela se calmera et se reproduira à nouveau. Et peu à peu, tu comprendras que tu es enceinte de son bébé. Il te dira que si tu penses une seule seconde à avorter, il te tuera. Refuse de prendre soin de son bébé. Règle numéro 6. Peu importe si tu te fais attraper, mieux vaut mourir en essayant d'être libre. Quand l'opportunité se présentera, sauve-toi, crois au miracle. Et dans ta fuite, tu emporteras ton bébé. Car au fond de toi, tu sais qu'elle est à toi. Tu prendras ses habits et rien de plus. Tu commenceras à courir et tes jambes seront fortes comme le sont celles de quelqu'un de fort et tu arriveras à réfléchir clair et bien comme jamais tu n'avais réfléchi avant. Et tu entendras ta mère appeler « Martha, cours, cours, cours !» Et tu seras là, juste à l'heure pour le bus. Tu ne regarderas pas par la fenêtre parce que tu sais que les 4 gardes du corps qui t'ont surveillé pendant ces 2 années sont déjà là. Mais tu es dans ton trou et personne ne peut te voir. Et tu te cacheras avec ton bébé derrière un mur chez ton cousin, là même où tu aurais dû passer tes vacances. Et Claude viendra avec les 4 soldats. Ils chercheront et détruiront tout. Et ton bébé ne pleurera pas. Et tu seras invisible. Et le jour suivant, tu arriveras jusqu'au bateau. Et alors qu'il s'éloignera de la rive, tu arrêteras de respirer et tu le verras lui et les autres sur le quai à ta recherche. Et quelqu'un désignera le bateau du doigt et tu sauras qu'il t'a trouvé, bien que tu sois au fond de ton trou. Alors tout à coup, le capitaine du bateau se tiendra devant toi et te posera une seule question. Quel âge as-tu ? Et tu parleras comme si c'était la première fois que tu parlais. Et tu seras surprise de constater à quel point ta voix est forte et un peu folle. Et tu diras des choses comme « J'ai 17 ans, il m'a prise quand j'avais 15 ans, il m'a violée chaque jour, 3 fois par jour, il m'a donné des maladies et mis enceinte, il a volé les minéraux de mon pays et ma vie. Si vous faites demi-tour, je me jetterai dans le lac. Je me noierai et je veux bien mourir si je ne le revois plus. J'emporterai mon bébé avec moi. » Et le capitaine mettra une main sur ton épaule. Et tu verras une lumière dans ses yeux, que tu assimileras de la pitié. Il ne fera pas demi-tour. Règle numéro 7. Ne te sens pas coupable de la joie que tu ressentiras en apprenant sa mort. 6 mois après ton retour à la maison, dans ton boucaveau adoré, tu tomberas nez à nez avec 2 soldats du camp. Ils seront surpris de te voir en si bonne forme. Et ils t'apprendront que Claude s'est fait tuer. Et tu diras, Dieu a fait quelque chose de bien. Et à ce moment-là, du lait coulera de ta poitrine et tu aimeras ton bébé. Je suis partie en vacances pour 2 jours. Je ne suis pas revenue pendant 2 ans. Règle numéro 8. Personne ne peut te prendre la moindre chose si tu ne la lui donnes pas. Eve Ensler, je suis une créature émotionnelle. 2011. Chère Eve Ensler, Monsieur le recteur, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers étudiants.
L'Université catholique de Louvain vous décerne aujourd'hui, Madame Hensler, les insignes de docteur honoris causa. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être sa porte-parole auprès de vous et de tous vos collaborateurs. Mais aussi, inversement, je suis touchée d'être, en cette occasion, la vigile au sein de notre communauté universitaire des causes que vous défendez, le franc-parler et le refus de la violence faite aux femmes. Notre université entend souligner avec vous la nécessité de bousculer par l'écriture, afin de combattre l'inhumain, l'insupportable et l'intolérable. Vous bousculez par votre franc-parler, en abordant des questions souvent occultées, en les nommant expressément et en les exprimant publiquement. Vous bousculez par votre liberté d'expression lorsque vous donnez une existence toute neuve à ces réalités de l'ombre qui sont souvent étouffées à force d'être dites à moitié. Vous nommez alors le sexe féminin et la souffrance concrète du cancer. Vous démasquez les faux semblants sécuritaires. Vous dénoncez les outrages du viol des femmes, des jeunes filles et des petites filles par leurs proches. Vous dénoncez les ravages du viol comme arme de guerre et la violence d'une société qui abandonne ces femmes violées en leur refusant toute solidarité et toute dignité. Écrire pour agir, agir pour écrire. Votre écriture est celle d'une dramaturge, une écriture qui débouche forcément sur la performance théâtrale que vous réalisez parfois vous-même. Si vous accompagnez votre texte, pourtant vous ne le maîtrisez pas. Il vous déborde en quelque sorte de part en part. En amont, lorsqu'il s'impose à vous à travers les témoignages des femmes heureuses de se confier, mais aussi en aval, lorsque le public s'empare de vos pièces pour les traduire, les jouer et les faire siennes. Écouter pour écrire, écrire pour écouter. Par le style littéraire des monologues, vous avez réussi à trouver cette voie si étroite de la fiction par laquelle vous donnez la parole aux femmes sans les exposer. En recueillant leurs témoignages et les récits de leur vie, vous leur prêtez votre écoute et ensuite votre plume pour leur rendre une voix et finalement leur donner une parole publique et politique par le jeu des acteurs. Ce qui vous rend apte à écouter et à entendre, c'est sans doute votre propre expérience de la violence intrafamiliale dans l'enfance et de la souffrance physique à l'âge adulte. Donner la parole aux autres sans les exposer et se nourrir de sa propre vulnérabilité sans s'y complaire. Tels sont sans doute les deux axes profonds qui vous permettent d'écrire des monologues comme autant de biographies solidaires où s'entremêlent votre histoire et celle de vos interlocutrices. Vous offrez ainsi la puissance de votre écriture et de votre humour aux femmes pour qu'elles explorent leurs souffrances, leurs blessures et leurs culpabilités. La violence vise à détruire et éliminer les autres. Votre écriture, au contraire, les remet debout. Remettre debout, c'est aussi l'objectif de Vider, le mouvement mondial que vous avez créé en 1998 pour lutter contre la violence sexuelle faite aux femmes. Au Congo, suite aux atrocités inégalées dont vous avez été témoin, vous avez cofondé la Cité de la Joie, un lieu accueillant où les femmes blessées peuvent guérir et se construire un avenir. Un lieu où les victimes du viol et de la violence de genre redressent la tête. À Panzi, une commune de la ville de Bukavu, vous travaillez en étroite collaboration avec l'hôpital de votre ami le docteur Denis Mukwege, également docteur honoris causa de notre université. Tandis qu'il répare les femmes, vous leur donnez les moyens de se relever, de revenir vers elles-mêmes, notamment en étudiant l'informatique, l'agriculture ou l'anglais. Être debout pour danser, danser pour rester debout. C'est à Panzi, auprès de vos amies congolaises, que vous avez dansé la vie, alors que vous étiez à peine remise de votre traitement contre le cancer. Vous élevez d'ailleurs la danse et l'humour au statut d'acte politique et révolutionnaire. Plus de 200 pays participent désormais à la campagne que vous avez inaugurée en 2012, One Billion Rising. Vous appelez tous ceux qui, à travers le monde, s'insurgent contre la violence faite aux femmes à danser et à chanter ensemble dans les espaces publics le 14 février.
Une révolution qui ne cesse de s'élargir depuis 3 ans et que notre université est heureuse de rejoindre dès cette année dans les rues de Louvain-la-Neuve. Pour vous, en effet, le corps de la femme se meut en rythme et épouse le mouvement de l'existence. Ce n'est pas un corps photographié et stylisé par les canons esthétiques de la consommation. C'est plutôt le corps d'une vie incarnée et mobilisée qui conditionne le sens et l'attachement humain. Dès lors, vous répliquez à la destruction par la vie et par l'écriture, par l'énergie de la joie. C'est en ce sens aussi que vous ne concédez rien à la violence, pas la moindre amertume. Si votre écriture et votre militantisme sont indissociables, c'est bien parce que votre résistance est créatrice de liens, de solidarité, de sens pour traverser l'innommable. Résister pour créer dans la joie pour résister. Tel est sans doute le cœur de votre action. Je suis particulièrement heureuse et émue, Monsieur le Recteur, d'avoir l'honneur de vous demander d'attribuer à Madame Eve Ensler le grade et les insignes de docteur honoris causa de notre université et de lui rendre ainsi l'hommage qu'elle mérite. Attendu que Madame Eve Ensler, née le 25 mai 1953 aux États-Unis, est écrivain et dramaturge et que ses textes sont reconnus, publiés et traduits dans le monde entier. Attendu qu'elle est lauréate en 2011 du Isabel Stevenson Stoney Award, en 2002 du Amnesty International Media Spotlight Award for Leadership et en 2003 du Freedom of Expression Award of the Sundance Film Festival. Attendu que sa pièce, Les monologues du vagin, a été traduite dans 50 langues et jouée dans plus de 140 pays. Attendu qu'elle a développé le style littéraire du monologue pour donner la parole aux femmes et aux filles sans les exposer, mais en leur prêtant la force de son écriture. Attendu que son écriture vise la franchise et la rupture du silence qui pèse sur le corps des femmes, et que par ce franc-parler, elle agit contre la violence qui frappe une femme sur 3 au cours de sa vie. Attendu qu'elle a fondé VIDE en 1998, une association de lutte contre la violence et contre le viol, tant comme moyen de destruction domestique que comme arme de guerre. Attendu qu'avec les bénéfices qu'elle a dégagés de ses droits d'auteur, elle a cofondé la Cité de la Joie à Bukavu, au Congo, où elle travaille en étroite collaboration avec son ami le docteur Denis Mukwege, docteur honoris causa de notre université, et que dans ce lieu d'espoir, les femmes victimes de violences et de viols apprennent notamment l'anglais et l'informatique. Attendu qu'elle a initié et coordonne One Billion Rising Revolution pour une révolution heureuse des consciences contre la violence et les agressions qui touchent les femmes et les filles dans le monde entier, et qu'elle a ainsi donné naissance à un soulèvement basé sur le corps, la danse et le chant. Attendu que dans son dernier livre, intitulé « Dans le corps du monde », elle relate son combat contre le cancer de l'utérus, lorsque les agressions à la terre et aux femmes se sont soudain rejointes dans une souffrance commune. Nous, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nommons et proclamons Madame Eve Ensler, docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. Congratulations. Rector,
distinguished honorary doctor recipients, who I'm so honored to be here with, distinguished faculty, distinguished guests, and dear, dear students, ladies and gentlemen, what a pleasure it is to be here today. I'm deeply humbled to receive such an honor from such a great learning institution of Europe. And I'm particularly honored after last year when Dr. Denis Mukwege won it, that you are so deeply, clearly highlighting the struggles of women, particularly around sexual violence in wars around the world. I want to thank Professor Nathalie Frohnauer, who has been such an amazing godmother and support these last days. And I want to take a moment to acknowledge my sister, Christine Schuler-Descriver, who has come today from Congo. She is my shiro, my inspiration, my dear friend, and sister in struggle. And she is truly one of the great women on this planet. Without her, there would be no City of Joy. She and Dr. Mukwege and I co-founded it. Without her vision, without her leadership and courage, we would not be able to support hundreds of girls who are turning their pain to power. I don't know if you're aware of what it requires to run City of Joy in the Congo. The road she travels every day requires or can take 40 minutes to 4 hours and sometimes actually disappears. In a place with no infrastructure, support, in constant conflict and ongoing atrocities and misery, she has managed, almost single-handedly, to birth a lotus in the mud, a place of healing and joy and empowerment. And this has happened through her love, her strength, her fierceness, her mad devotion, her faith that women of Congo will lead Congo into a new time of peace and equality. She is truly a shining light in Eastern Congo, and I hope you will recognize her and celebrate, as she's not only a national treasure of the DRC, but she is a national treasure of your own country. I just would like her to rise. Christine, will you rise? And so we can acknowledge you. Ernest Hemingway once said that for a writer, the best training was an unhappy childhood. Well, then, I was certainly blessed with the greatest training. From my earliest years, violence determined and created who I was. This was an unbearable state of existence, and I was mad, in a way, insane, a mass of inarticulate pain and self-hatred and guilt, a tangled knot of contorted restlessness and anxiety. I learned early that words, paper, pen would be my salvation. I learned early that only the possible exit from the container of pain was the articulation of the reality of pain. The only way towards possible sanity and survival was attempt to make meaning of the pain and ongoing violence. Of course, everything was against me writing this truth. It would expose the man I loved and needed most, my father, and it would alienate me from the family whose love I needed to sustain and whose affection and approval I craved as food. But I learned in the end that the liberation of truth was far more important than acceptance and comfort. And it was ironically in voicing these truths and secrets that joined me with the others who suffered similarly, offering me the authentic community I desperately needed. I have always been obsessed by the dichotomous nature of reality, what is seen and said and what exists out of sight, what is spoken and what is actually happening. A father respected in the community at his job for his intelligence and integrity, same father who is drunk and abusive with his words and hands at home. Bombing in the name of peace, occupying in the name of liberation. World leaders joined arm in arm in the streets of Paris for freedom of expression. Same leaders who have jailed, flogged, surveilled, arrested, and murdered the outspoken who questioned policies in their own countries. And I believe writing is indeed how we expose secrets in dual realities and begin to weave a whole and restorative fabric of humanity.
For 20 years, as part of the V-Day movement in 1 Billion Rising, I've had the privilege and honor to travel the planet and sit with women in villages, in cities, in slums, in fancy living rooms. I've been to over 70 countries. I have listened and inhaled the stories and madness and abuses of women and girls, their pain, their victories. How do we hold the suffering of the world and keep ourselves sane and awake? How do we create a forum for our anger and outrage and guilt so we are not destroyed by it or forced to numb ourselves? For me, writing has been the way. When I had stage 4 cancer, writing in the body of the world was part of the healing. Articulating the images in very specific details was a way of transforming the pain in my body and ultimately attaching that suffering to a larger story. As the suffering of the world lives in each of our bodies, whether we are conscious of not. Writing is a way of becoming conscious. How do we find the language to speak of baby girls as young as 3 months old, raped and torn asunder in the Congo to this very day by an economic war of greed and pillaging waged by outside countries on the body of women? How do we shape words that match the depth of isolation and despair of 2 small girls I saw last month in the Tondo slums in the Philippines, forced and perched naked and exposed over a steaming public sewer, their only bathroom? How do we find the words that puncture the stubborn and given constructs of patriarchy and all the attending violences towards women that sustain that pathology? Patriarchy that is as deadly to men and boys in mutilating their hearts and tenderness and capacity for human connection and compassion. Patriarchy, a mindset and practice that is responsible for 1 billion women on this planet being raped, beaten, burned, stoned, cut, oppressed, silenced, and undone. How do we forge a writing that exposes the exploitation of 85% of the world's people who live in criminal poverty and deprivation, where women's bodies are commodities sold for less than a cell phone? A writing that exposes the 1% of the population that now controls half the wealth of the planet. How do we rip open the denial of our crimes against our Mother Earth in our pursuit of oil and resources and through our hysterical consumption? We cannot take on this whole impossible struggle at once. But what we can do is ask questions. We can tell simple stories about particular people with particular details and images. We can open ourselves as writers and humans and attempt to climb into another as far as we can possibly go, ultimate training for compassion. We could tell of Jane in Bukavu, DRC, who was taken in the midst of the deadliest war on this planet since World War II, where 6 million have died and thousands of women have been raped and mutilated in the pursuit of minerals, particularly coltan that goes into our iPhones and computers. Jane, once attached to forest and earth, forced to flee, raped by soldiers, her body devastated, then months of surgery, sewn and healed, and sent home to be raped again and tied to a tree for months, her body so eviscerated that it was no longer recognizable. Jane, who imagined City of Joy and then went there, becoming a rising leader, giving back 100 times what she received. We can tell the stories of the invisible, the stories that are controversial and difficult, where we risk sacrificing position, fame, or inclusion. In the academy and the high institutions where we sometimes are isolated and separated in our boxes and hierarchies of learning, we need to be brave now and find the language and will to speak out about this very real world which escalates violence, deprivations, racism, exploitations, and hate every day. We need to stop hiding behind analytics and the accumulation of data and the architecture of theories and ideologies and allow ourselves to engage directly with the world around us. We need to listen to the language and the voices inside us that are allied and rooted in the direct experience, and we need to trust that language above any state or authority or institution. We need to use our words to name and rise and revolt against denial, acceptance, and fear that threatens to swallow us at every turn. We need to unleash the language that refuses to behave or be good or say what we think we're supposed to say.
We need to find the language that goes beyond our privileges, theories, comforts, and unites us with a local and global reality, a language that calls out the truth of our inseparability, our connection to every person on this planet and every struggle. We need to unleash the language of the body, where our deepest intuition lies and our particular individual authentic knowing. Finally, we need to write and speak and act the language of love. In every quarter, a love that has no shame, no apologies, no borders, no hesitation, a language of love that rises out of us, beyond us, for the others. There is no transformation without confrontation, no elevation without revelation. We need to write and speak a new language, emboldened by our outrage and disgust, empowered by the faith that we can and must be the authors of our own destiny. A language of transcendence, of mutuality, of respect and responsibility, a language that is birthed in our hearts. And I know this is the Academy, but I trust our hearts. I trust our hearts. We need form us to trust and abide and hear the language of our hearts. On February 14, 2015, millions of women and men will rise in villages all around the world. I just heard 2 nights ago that every province in Afghanistan is rising, all of India, 200 risings in the Philippines, South America, 200 countries. It is the theme this year, 1 billion rising revolution, for the 1 billion and more women and girls on this planet who are being raped and violated. Rise in conviction and solidarity to end this violence and to make the world safe for women to prosper and grow. Se lever pour le milliard de femmes et de jeunes filles à travers le monde qui ont été violées et violentées. Se lever par conviction et pour solidarité, pour mettre fin à cette violence afin que toutes les femmes puissent grandir et s'épanouir en toute sécurité dans le monde. Voulez-vous maintenant vous lever avec moi? 1 billion rising! Merci.